J'en sais même. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et oui, et nous allons parler d'une affaire et d'un sujet extrêmement important, les droits de l'homme. On en parle beaucoup en ce moment, sur les gilets jaunes et ailleurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, en 2019, les droits de l'homme? Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et tout de suite, André Berkoff, on accueille votre invité, Grégoire Pupinck, docteur en droit et auteur de ce livre, Droits de l'homme dénaturé. C'est publié aux éditions du Cerf. Grégoire Pupinck, bonjour. Bonjour. Livre passionnant, livre que je recommande. Et en général, quand je reçois ces livres que je recommande, parce que je ne veux pas passer mon temps à démolir un livre qui ne vaut pas la peine, c'est du temps perdu. C'est un livre tout à fait passionnant sur justement l'histoire de la Déclaration des droits de l'homme, dont on rappelle qu'on fête le 70e anniversaire. On a fêté le 70e anniversaire en décembre dernier. Il n'y avait pas que l'armistice, il y avait l'armistice en novembre. Voilà. Et puis, alors effectivement, on peut se poser là. Alors vous faites un livre, vous racontez l'histoire, vous racontez si vous voulez, tous les domaines, tout ce qu'il y a eu à la fois comme avancée, et en même temps aujourd'hui, cette espèce d'extraordinaire, d'extraordinaire éparpillement et des droits de l'homme sur des sujets qui peut-être ne le touchent pas vraiment. Parlez-nous-en. Oui, merci beaucoup de votre appréciation du livre. Oui, effectivement, les droits de l'homme, c'est l'univers culturel dans lequel nous vivons. La société, nous baignons dans les droits de l'homme, en Europe, dans le monde occidental, et même plus généralement. C'est le langage commun qui réunit tous les pans de la société. C'est aussi notre système de valeurs. Donc nous baignons dedans et il est intéressant de le comprendre, de voir l'évolution. Donc l'objet du livre, il est en s'appuyant sur les droits de l'homme, à l'appui des droits de l'homme, de voir l'évolution de la société, l'évolution de nos valeurs et l'évolution de notre compréhension de l'homme. Quand on analyse l'évolution des droits de l'homme, on peut voir comment notre société a évolué dans sa perception, sa compréhension de l'homme. Et il y a depuis 1948 un changement énorme. Donc en observant ce changement à travers les textes, les travaux de l'époque, les archives passionnantes de la Déclaration universelle, puis les décisions de justice, on peut voir comment notre société a évolué, comment elle a changé de concevoir l'homme, puisque les droits de l'homme ne sont finalement que le reflet de notre propre conception de l'homme. Alors en quoi a-t-elle changé ? Je veux dire, les lignes directrices, les lignes principales. Voilà, donc les lignes principales, on peut dire 3 points. 1948, un consensus universel. Vraiment universel. Miraculeux. Ouais. Il y avait moins de pays à l'époque qu'aujourd'hui. Oui, bien sûr. Mais quand même, un accord universel sur des droits fondamentaux qui découlent d'une compréhension universelle de ce qu'est l'homme. Donc 48, une certaine simplicité, humilité. On se dit les droits de l'homme servent à protéger les personnes de l'État. On sortait contre l'arbitraire de l'État, on sortait du nazisme, on était encore à l'époque soviétique, on disait il faut protéger la faculté qu'a chaque personne de s'accomplir en tant qu'être humain. Ça veut dire quoi ? Penser, étudier, parler, fonder une famille, travailler, etc. On n'est plus dans les droits de l'homme de 89, on est dans les droits de l'homme d'un homme qui est enraciné, qui a une famille, un pays, une langue, un métier, une religion, etc. Et c'est tous ces aspects-là de la personnalité qu'on protège. En fait, l'individu, l'être humain, contre ce qui pourrait l'opprimer, contre ce qui pourrait le réduire dans tous les domaines. C'est là protéger la personne contre la démesure de l'État. Mais pas la personne seule, la personne dans son contexte social et familial. On dit à l'époque que c'est la famille qui est la cellule fondamentale de la société et pas l'individu. C'est la famille qui... Oui, les droits de l'homme s'appliquaient à la famille. Principalement à la famille, aux personnes considérées dans leur environnement familial. Et c'est en assurant la solidité et la liberté des familles qu'on garantit la liberté de la société. La famille, et c'était face à l'État. Face à l'État. Le risque de la démesure de l'État. Et donc, objectif de protection des personnes contre l'État, et en disant finalement, on va vous laisser chacun libre de s'épanouir tel qu'il est dans sa nature humaine. Et on va vous protéger quand vous ne l'êtes pas. Voilà. Et puis, on permet aux personnes d'agir contre l'État en justice, avec cette idée que la personne ne doit plus être prisonnière d'un système juridique clos de la souveraineté, mais doit pouvoir aussi attaquer en justice au moyen du droit international. Et ça, c'est la grande nouveauté de 48. C'est un ordre qu'on a voulu appeler moral international qui
garantit aux personnes la protection d'un certain nombre de droits qui sont en fait des normes morales contre l'État. Et ça, c'est le point de vue de l'époque. Universel parce que fondé sur une compréhension simple et universelle de la nature humaine. C'est parce qu'il y a une nature humaine qui est elle-même universelle. Tout homme, tout être humain est un être humain, vivant, social, spirituel, intelligent, que on peut avoir des droits de l'homme universels. L'universalité des droits de l'homme, là, c'est essentiel, repose sur l'universalité de la nature humaine. Depuis, des évolutions divergentes. Un certain consensus pendant quelques décennies, mais on constate aujourd'hui des évolutions divergentes, principalement 2 évolutions divergentes. D'un côté, pays occidentaux, il y a eu la révolution qu'on peut appeler individualiste et libérale, qui fait qu'on a perdu la conscience ou la notion de la nature humaine, et c'est l'individualisme ou l'individu qui veut se définir lui-même, et qui dit non, moi, c'est pas la nature humaine qui me définit, c'est moi qui dis moi-même qui je suis, ce que je veux, comment je veux me marier, comment je veux vivre, etc. Donc là, c'est l'individualisme qui bouleverse complètement les droits de l'homme, et les droits de l'homme deviennent d'une certaine manière redéfinis par l'individu. Oui. Vous voulez dire, c'est moi qui vais donner mes propres règles ou mon propre droit ou la limite de mes propres droits. C'est moi qui vais définir ce que je suis. Ce que je suis, d'accord. Et donc, qui vais ensuite imposer cette autodéfinition comme la cause et la source de mes propres droits. Je dis, je suis comme ça, je me définis comme ça, c'est là mon droit. Et là, on voit toutes les minorités ethniques, sexuelles, c'est tous les aspects des minorités d'autodéfinition. D'accord. Et qui s'opèrent par l'extension de la sphère de la vie privée. Bon. Non. Et de l'autre côté, il y a les autres cultures, parce qu'il n'y a pas que l'Occident dans le monde. Bien sûr. Et bien sûr, ces nouveaux droits européens occidentaux n'ont pas convaincu le reste du monde. Bien sûr, nous, en Occident, on a essayé de les exporter, d'imposer donc ces aspects, principalement la question de mœurs, au reste du monde, mais il y a eu des réactions. Et donc, nous avons aujourd'hui d'autres conceptions, en particulier la conception musulmane, islamique, des droits de l'homme, qui s'est développée. Et qui existait déjà, en fait. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ont refusé cette définition occidentale. Alors, eux, dans leur... Elle existait déjà dans une certaine mesure. Effectivement, il y a toujours eu la loi islamique qui a existé. La charia n'est pas nouvelle. Ce qui s'est passé, c'est que après la Seconde Guerre mondiale, les pays quand même musulmans, globalement, ont accepté les droits de l'homme. Tels qu'ils sont aujourd'hui, tels qu'ils étaient définis à l'époque. Mais depuis 1990, ils ont adopté une déclaration des droits de l'homme en islam, qui est un contre-texte, ou leur propre, on peut dire, interprétation des droits de l'homme, mais qui a ceci de spécifique et de très particulier, c'est qu'ils disent, tout à la fin de la déclaration, l'ensemble des droits de l'homme doit être interprété conformément à la charia. C'est-à-dire que finalement, ils ont renoncé. L'organisation des États islamiques qui a... voilà. L'organisation de la coopération des États islamiques, 56 États quand même, 56, dont 3 États qui font partie du Conseil de l'Europe, qui ont signé cette déclaration. Et pour eux, donc, les droits de l'homme... 3 États qui ont signé. Alors, c'est l'Albanie, l'Azerbaïdjan et la Turquie. Et la Turquie, oui. La Turquie, qui sont membres de l'Organisation de la coopération islamique. La Tchétchénie est membre fait partie de la Fédération de Russie. Et applique aussi un petit peu la charia. Et donc, vous dites, oui, c'est ça. Il y a ces 2 conceptions. C'est la première individualiste, l'occidentale. C'est moi, individu qui définit mes limites et mes propres droits, et d'un autre côté, nous, c'est plutôt la charia, c'est collectif, et c'est pas... C'est collectif, c'est religieux, et ça, c'est la conception islamique. Il y a d'autres conception aussi africaine, qui est aussi plus collective, moins individualiste. On parle beaucoup plus des droits du groupe, de la communauté. Donc voilà, aujourd'hui, on est plutôt dans une période où on perd l'universalité des droits de l'homme, qui avait été acquise en 1948, parce que voilà, il y a ces mouvements divergents qui sont graves de mon point de vue, et le risque auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est vraiment, et on le constate, c'est même pas un risque, c'est la politisation et l'idéologisation des droits de l'homme. Les droits de l'homme étaient faits pour justement fixer un ensemble de normes, de références au-dessus de la politique. Et bien là, on voit que en les idéologisant pour nous en Occident, en les rendant plus culturels dans d'autres pays, on en fait des instruments politiques. Grégoire Pupin, vous racontez tout ça encore une fois avec brio, et puis on apprend beaucoup de choses. Le problème, c'est est-ce qu'on n'était pas un peu naïf ou idéaliste tous en pensant que la politique allait laisser les droits de l'homme agir en toute liberté? Alors justement, c'était ça, on avait bien conscience des dangers de la politique. Et donc à l'époque, on s'est dit, on va confier les droits de l'homme à des instances supérieures, suprapolitiques, on peut dire, supranationales. Donc ce ne sont plus les députés qui sont toujours un peu suspectés d'être partisans ou un peu ignorants, qui vont définir les droits, mais on va confier la définition des droits à une élite éclairée,
les juges en particulier, voilà, qui ne sont pas directement élus, et que l'on place au sommet de l'ordre non seulement judiciaire, mais de l'ordre légal. Et qui vont dire le droit, et notamment les droits de l'homme. Ils vont surtout dire la morale, parce que finalement, les droits de l'homme, c'est surtout de la morale. Et donc aujourd'hui, ce que l'on a, en tout cas, surtout en Europe, c'est effectivement une Cour européenne des droits de l'homme, qui est constituée d'un ensemble de juges, qui sont censés avoir des capacités morales, intellectuelles, bien supérieures aux hommes politiques. Et qui sont censés, un peu comme une forme de clergé, je comprends. Savoir conserver la vision juste de ce qui est bien pour l'homme. Donc non seulement ils veulent appliquer la justice, mais ils ont aussi une vision morale de ce qui devrait advenir pour l'avenir. Est-ce qu'ils le font, Grégoire Pupinck? Alors, à voir ce qui se passe. Est-ce qu'ils le font? En Europe, en tout cas. Ça dépend si vous êtes d'accord avec leur morale. Si vous estimez effectivement que le transhumanisme est un progrès pour l'humanité, certains essayent de le faire. D'autres, à l'inverse, ont une conception beaucoup plus prudente et limitée. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on utilise les droits de l'homme pour les préserver, pour en préserver l'universalité de façon beaucoup plus humble et modeste. Et qu'on essaye de se garder, de rester sur ce fondement de la nature humaine qui, lui, est universel et est partagé. Et qu'on évite autant que possible la politisation. Or, moi, ce que je crois, c'est qu'il y a eu les droits de l'homme sont devenus un instrument politique considérable, un instrument de pouvoir. Si vous prenez une décision à Strasbourg, vous pouvez l'imposer aux 47 États membres du Conseil de l'Europe, de la Russie à l'Angleterre. Donc c'est un instrument de pouvoir considérable. Et évidemment, toute personne qui possède un pouvoir, alors même qu'il n'y a pas de contre-pouvoir en face, est tentée d'en abuser. De l'excéder. Écoutez, en tout cas, c'est passionnant et on va revenir là-dessus et lisez Les droits de l'homme dénaturés. Les droits de l'homme dénaturés qui sont disponibles aux éditions du CERF et qui sont signés de votre invité André Berkoff, Grégoire Pupinck, que nous remercions. Merci à vous également André Berkoff. On vous retrouve demain en direct de midi à 13h sur Sud Radio dans tous vos états, comme d'habitude, Berkoff dans tous les états. Vous pouvez également réécouter cette émission en podcast sur sudradio.fr. À suivre les amis sur Sud Radio, les clés d'une vie avec Jacques Pessis. Après la gymnastique intellectuelle d'André Berkoff, on va retrouver l'invité de Jacques Pessis, membre des Musclés, c'est Bernard Minet. Ça va nous rappeler quelques souvenirs de la télévision. À tout de suite, excellente journée sur Sud Radio.